Bienvenue dans le débrief, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous allons parler du patrimoine culturel africain. Il faut le dire, l'Afrique dispose d'un riche patrimoine culturel et un patrimoine qui a traversé les âges. Mais le constat actuel est que plusieurs des symboles de cet héritage, dont les 6 pièces de grande valeur, ne sont pas forcément en Afrique. Du buste de Nefertiti à Berlin au buste du dignitaire Ancraf à Boston, en passant par la statue de Ramsès II à Turin ou le zodiaque de Dendera à Paris. Comment faire pour restituer tous ces objets de valeur au continent tout en les valorisant pour les générations futures? C'est la question qui se pose. Et également au menu de ce débrief aujourd'hui, la déclaration du président français Emmanuel Macron sur le retour du patrimoine africain à l'Afrique. Pour en parler, nous sommes avec Dr Massamba Gueye, chercheur, et M. Alioune Diop, journaliste. Merci messieurs d'avoir répondu présent à notre invitation. Bonjour Aminata. Bonjour. C'est un plaisir partagé, je l'avoue. Merci. Nous sommes vraiment, je peux parler au nom de, à la limite de Massamba, nous sommes très heureux, très ravis vraiment de venir sur ce plateau pour parler d'une chose que nous aimons tant, les arts, je veux dire, et la culture. Africaine surtout. Justement, oui. Voilà, ma première question va aller directement à Dr Massamba Gueye. Quel regard jetez-vous justement sur le patrimoine culturel africain? C'est un patrimoine très complexe parce que c'est un patrimoine qui est fait de physique et d'immatériel. Donc souvent on parle beaucoup du patrimoine physique, on oublie le patrimoine immatériel. Vous avez tout de suite parlé de ce patrimoine-là volé à l'Afrique et qui aujourd'hui est dans les plus grandes institutions. La première fois en 2001-2002, quand je suis allé visiter le musée ethnographique de Genève, je suis tombé sur le Nomo Bambara. Il pensait que j'étais extasié devant la pièce et après j'ai dit à celui qui m'accompagnait, au conservateur, je dis le problème c'est que vous voyez une statuette. Je dis mais moi ce que je vois, c'est combien de familles ont été tuées à la disparition de cette statuette. Il n'avait pas compris ma remarque et je dis non, c'est très simple parce qu'aujourd'hui ce que nous avons, c'est qu'il y a des familles gardiennes de ces masques-là. Quand vous avez trouvé les moyens de dérober ce masque, ces familles ont dû répondre à des tribunaux au niveau traditionnel. Et ces familles ont dû être sanctionnées, ont été bannies, ont été à l'exil. Et je pense que la grande question aujourd'hui, c'est que derrière chaque masque, derrière chaque objet de notre patrimoine qui part, quelles sont les détresses humaines qui ont été vécues? Quels sont les groupes sociaux qui ont été dissous? Quelles sont les transmissions de savoir dans le cadre de la formation de la personnalité qui ont été interrompues? C'est plutôt, au lieu de parler de l'aspect économique, il faut qu'on parle surtout de l'aspect psychologique et de la destruction du tissu social en Afrique. Donc c'est une grande perte et je pense que tout ce qui a été volé à l'Afrique, j'utilise le mot, on ne demande pas qu'on nous rende ce qu'on nous a emprunté, on demande qu'on nous restitue ce qu'on nous a volé. Il faudrait dire que l'absence de ces objets a de grandes conséquences. De très grandes conséquences. Vous prenez par exemple, parce que quand vous prenez les masques, vous prenez la sortie du masque, quand un masque sort en Afrique traditionnelle, il répond à 3 prétextes. C'est-à-dire qu'il y a un temps, un moment, le masque ne sort pas n'importe quand. Il y a un prétexte, il y a un événement qui doit se passer, ou qui devait se passer et qui ne s'est pas passé, ou qui est programmé pour venir se passer. Donc il y a le temps, le prétexte et il y a le lieu. Si les 3 conditions sont réunies, le masque, il peut sortir. Mais si ce masque-là sort, il y a une évolution dans la stabilité du groupe social. Il y a aussi une protection du groupe social. Une fois que ce masque sort, c'est comme si vous prenez un sérum dans un corps pour le protéger et vous extirpez ce sérum de ce corps, vous l'exposez à toutes les maladies possibles. C'est comme ça qu'il faut analyser ces pertes-là culturelles en Afrique. Ce sont des pertes qui ont beaucoup contribué à ce que j'appelle la création de la névrose. Vous savez, on est tous des névrosés culturels. Nous ne sommes ni blancs ni noirs. Cela est né de ces ruptures-là. À un moment, on nous a amenés dans une école qui nous a apporté beaucoup, mais qui nous a beaucoup pris parce que ces masques que nous avions, c'est ce que j'appelais les sphères d'inoculation du savoir d'équilibre. Ces sphères-là, on les a complètement disloquées et c'est pourquoi aujourd'hui, vous ne pouvez pas retrouver quelqu'un qui peut vous faire du takhoran. Vous ne pouvez pas, dans le cadre des mariages, voir une femme qui va bénéficier du khakhar au Sénégal parce qu'on ne connaît plus ce langage-là
il est parti. Et il est parti avec beaucoup d'objets. C'est pourquoi à chaque fois que vous voyez un objet africain dans un musée occidental, ne regardez pas l'objet pour le contempler, pensez à la détresse des populations qui ont perdu ce mythe-là. Imaginez si aujourd'hui je volais la tour Eiffel à la France. Alors, Alioune Diop, l'Afrique a un très grand patrimoine culturel. Malheureusement, il y a beaucoup de manquements. Beaucoup de manquements, Massamba l'a bien dit. Il va falloir restituer ces objets volés. Le patrimoine culturel, les archives constituent aussi un patrimoine. Puisque, en parlant d'archives, on a toujours cette explication pour dire que ou préserver ou conserver ces archives. Mais je crois que c'est un faux débat, on veut nous leurrer. Je crois qu'on a la possibilité, par exemple, de récupérer ces archives. Mais le patrimoine africain qui se retrouve ailleurs pose un sérieux problème à l'Afrique. Effectivement, comment transmettre certaines cultures, nos histoires à la génération à venir? Il faut s'appuyer sur des modèles, sur des exemples. Et si maintenant ces exemples, on se contente des photos, des fois même on n'a pas de photos, donc c'est gardé jalousement, il faut que ces biens reviennent. Et pour faire revenir ces biens, je crois qu'on peut s'appuyer sur une coopération mutuelle. Il n'y a pas de problème entre États, ça peut venir quoi. Une coopération multilatérale, pardon. Une coopération multilatérale pour faire venir ces biens. Et malheureusement, on continue à voler et à commercialiser ces biens culturels chers à l'Afrique. Il faut protéger d'abord ce qu'on a. Puisque jusque-là, il y a vraiment une façon de faire disparaître certains, savent faire disparaître nos biens culturels, qui est à vendre ailleurs. Et c'est dangereux. Donc, conservons ce que nous avons déjà. Ensuite, essayez de voir comment récupérer ce qui nous a échappé. Effectivement, c'est un sérieux problème, Aminata. L'Afrique a beaucoup perdu. Il nous faut ces objets volés, pour reprendre un peu le verbe utilisé par Massamba. Et il faudrait le dire aussi, lors de sa visite à Ouagadougou, le président français Emmanuel Macron a soulevé la question. Il a dit qu'il fera son possible pour restituer à l'Afrique ces objets perdus. Que pensez-vous déjà de cette déclaration? Nous sommes preneurs. C'est un chef d'État qui parle. Ce n'est pas la peine de trop douter de sa sincérité. Loin de moi l'idée de douter de sa sincérité. Mais il va falloir suivre cela. Macron a parlé. Nos États doivent réagir pour lui dire comment trouver une solution, comment faire pour avoir une solution pour restituer à l'Afrique tous ces biens culturels qui sont très bien ici, mieux ici même je dirais. Donc il faut prendre Emmanuel Macron au sérieux et puis essayer de proposer aussi une solution, discuter, échanger. Je parlais tout à l'heure de coopération multilatérale pour parvenir à récupérer ces biens. Il faudrait le dire aussi, déjà en 2016, le président du Bénin, M. Talon, avait formulé cette demande-là par rapport à cette restitution. Également, l'Association des rois de la Côte d'Ivoire. Il faudrait dire aussi qu'il y a des autorités quand même qui se soucient de ce retour-là ici en Afrique. Oui, c'est un problème assez sérieux. C'est un problème assez sérieux. Au niveau du peuple, on en parle, c'est le cas sur ce plateau aujourd'hui. Les autorités, comment dirais-je, les chefferies traditionnelles, effectivement, sont des gardiens du temple. S'ils réagissent, c'est légitime, c'est normal. L'État ou les États doivent prêter une oreille attentive à ces chefferies traditionnelles. Heureusement, l'État du Sénégal est en train de prendre des mesures par rapport à ça. Comment valoriser ces leaders traditionnels, ces responsables traditionnels et les débats entre États. On peut parler de partenariat public-privé, on peut même le dire, pour trouver réellement une solution. Il nous faut une solution, il faut une concertation pour aller vers le retour de ces biens culturels en Afrique. Alors, professeur Massamba Gueye, déjà, que pensez-vous de cette déclaration du président français Emmanuel Macron et de cette volonté émise par nos autorités pour le retour de nos objets culturels en Afrique? Bon, je parlerai plus de la deuxième partie de la question. C'est la volonté locale de récupérer ce que l'autre côté considère comme des objets d'art. Je rappelle que ce ne sont pas que des objets d'art. Ce sont des objets sociaux. Ce sont des objets qui ont toujours eu une valeur sociale. Donc que le président de la France déclare que la France est prête à rendre ce qui a été volé, moi je suis d'accord.
qu'un voleur finalement décide de dire, ben voilà, moi j'ai volé, j'ai un problème de conscience, je veux rendre ce que j'ai volé, on ne peut qu'applaudir. Mais ça n'empêche pas d'être jugé pour avoir volé. Parce que c'est trop facile aujourd'hui de considérer qu'il n'y a pas de perte, qu'il n'y a pas de dédommagement, qu'il n'y a rien à faire. Voilà, vous avez pris combien de milliards est-ce qu'ils ont gagné en ayant exposé ces objets, en ayant dit aux gens, venez voir la bizarrerie de l'Afrique. Il faut comprendre le processus. Au début, quand ils ont commencé, c'était organiser ce qu'on appelait des grandes expositions. Les grandes expositions universelles. Et lors de ces expositions, les Africains, au début, faisaient partie des produits exposés. Produits exposés et qui étaient là, on avait les singes, on avait les Africains, et après on avait les masques. Après, il faut venir voir les bizarreries. Ces bizarreries ont été cotées et ont eu une valeur. Ils les ont gardées. Ils ont gagné beaucoup d'argent avec cela. Aujourd'hui, ils vont dire qu'ils vont le restituer. Vous prenez un masque Yoruba, vous devez le restituer aujourd'hui à l'Afrique, vous le rendez à quel pays? Si cela a été pris avant la conférence de Berlin, avant la délimitation des frontières, vous devez le rendre à quel pays? Vous prenez le cas du musée des civilisations noires qu'on est en train d'installer au Sénégal. J'ai eu la chance de travailler sur le pré-colloque d'ouverture et un Français est venu me voir pour me dire je détiens chez moi 3000 pièces que je suis prêt à vendre au Sénégal. 3000 pièces qu'il reconnaît avoir volé ici du temps du président Senghor. Ils sont là, ils circulent, on les voit. Les déclarations, comme Aliou dit, des autorités, je ne vais pas les discuter, mais je n'y crois pas. Je ne crois pas du tout à ces déclarations. J'attends de voir les actes. Après, on avisera. Ils nous ont ramené l'épée de El Hadj Omar Tall, mais ils n'ont pas laissé l'épée ici. Ils ont ramené l'épée. Moi, je préfère qu'ils me ramènent l'épée et qu'ils prennent leur fédère et qu'ils l'amènent. On fait échange de bons procédés. Nous, on a gardé leur fédère. On peut leur donner leur fédère, mais après, ils n'ont Dans ce cas, il y aura plus de logique. Il y aura plus de logique parce qu'ils ont laissé beaucoup de choses ici. Beaucoup de choses qui ont un aspect positif. Aujourd'hui, nous sommes tous en train de protéger le patrimoine colonial, qui est un patrimoine aussi qui nous appartient parce qu'on assume notre passé. Ce patrimoine-là colonial, on l'assume, on le partage avec eux, mais ce qu'ils ont pris de notre patrimoine, je pense qu'on ne leur demande pas de nous faire une faveur. Nous exigeons que ce soit rendu. Quand on a la chance d'aller dans des chefferies au Togo, d'aller dans des chefferies au Cameroun, dans le cadre de notre recherche en tant qu'universitaire, on a la chance de côtoyer ces familles-là, de travailler avec ces familles, mais quand on leur parle d'objets d'art, ils ne nous comprennent pas. Ils disent non, ce n'est pas des objets d'art, c'est des objets de culte. Et c'est pourquoi je pense que ces déclarations sont très bonnes. Maintenant, c'est une brèche qui est ouverte. C'est aux États africains à s'organiser pour aller de manière courageuse leur dire, voilà, quand même, vous aviez parlé, Monsieur le Président, ça fait 1 an, rendez-nous nos biens. Et bon, c'est vrai que les débats divergent sur beaucoup de points. Déjà, 90% du patrimoine culturel africain est hors de l'Afrique. Il y en a qui sont acquis légalement, il faudrait aussi le signaler, mais la majorité a été illégalement acquise. Bon, je vous propose un sujet. On va aller à la découverte du musée Z en Afrique du Sud. Après sa transformation, cette ancienne bâtisse est conçue pour devenir le réceptacle de la collection d'œuvres d'art africain. Je vous propose de suivre l'élément. Un silo à grains abandonné dans le temps, devenu aujourd'hui un grand musée d'art contemporain africain, nous sommes à Cape Town, en Afrique du Sud. À l'intérieur de cet édifice, l'architecture est énorme et reflète le génie de la création humaine. Le talent des artistes africains longtemps exporté, le musée Zeitz veut changer la donne. C'était vraiment important qu'un musée basé ici ne suive pas nécessairement le modèle d'un musée d'art européen, nord-américain ou asiatique. En réalité, nous avions cette structure extraordinaire qui allait potentiellement être le premier musée d'art contemporain dans toute l'Afrique. Cyrus Kaburu est un artiste kényan connu pour ses lunettes sculpturales recyclées et ses autoportraits. La culture dans l'âme, l'homme oriente et explique ses œuvres d'art aux visiteurs. Si vous parlez d'art africain il y a 20 ans et maintenant, vous verrez une grande différence, surtout dans mon pays au Kenya. L'art au Kenya change, il s'accroît.
Avec ce musée, beaucoup d'artistes africains n'auront plus besoin d'exporter leurs créations à l'étranger pour atteindre la notoriété, à l'image de ce tableau peint par une artiste visuelle sud-africaine. En tant qu'Africains, je suppose en tant qu'artistes, nous avons eu la chance parfois d'avoir notre travail acheté par des personnes de nationalité étrangère, des personnes qui ne vivent pas en Afrique ou en Afrique du Sud. Et maintenant, avoir un espace où exposer nos œuvres en Afrique du Sud et où nous pouvons expliquer nos tableaux et y recevoir du public, c'est vraiment spécial. Cette nouvelle plateforme, dont l'inauguration est prévue vendredi, servira de vitrine aux artistes africains pour mieux montrer leur talent et attirer davantage de visiteurs. Déjà, vous avez suivi l'élément au même titre que moi. Déjà, votre avis par rapport à tous ces éléments qui sont dans ce musée, déjà? Bon, pour moi, c'est un musée d'art contemporain que je vois, qui est extrêmement important, parce que l'artiste doit aussi, sur le plan local, avoir des espaces d'expression et de diffusion. Parce que la différence entre le tableau d'art et une pièce de théâtre sur scène, c'est que la pièce de théâtre, quand on finit de la jouer sur scène, elle disparaît. C'est de l'éphémère. Le tableau d'art, quand le plasticien a fini de le peindre dans son atelier, il commence une vie. Et cette vie ne peut exister que lorsque les infrastructures de ce niveau-là sont cela. Je pense que cela va lutter aussi contre le désir de tous les Africains d'aller ailleurs. Parce que s'il y a des espaces de diffusion comme cela, de cette qualité-là, en Afrique, on a une probabilité d'avoir les premières expositions en Afrique. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce qu'aujourd'hui, avec les nouvelles lois, on a ce qu'on appelle le droit de suite. Même quand vous achetez le tableau, vous ne pouvez pas être tributaire et titulaire des droits, de tous les droits d'auteur. Il y a, à chaque fois que vous revendez le tableau, il y a ce qu'on appelle les droits de suite. Et les droits patrimoniaux font partie de ce qu'on appelle les nouvelles acquisitions. C'est bien, je pense que toutes les grandes capitales africaines devraient se battre aujourd'hui pour avoir ces espaces, pour pouvoir conserver la qualité de nos productions artistiques. Vous partagez l'avis Oui, je partage son avis et peut-être revenir un peu sur les œuvres accrochées que j'ai pu voir. J'ai vu des œuvres qui étaient à Bamako, à la Biennale de la photographie de Bamako. Donc les œuvres circulent, c'est un fait. L'autre fait qui a attiré mon attention, c'est ce responsable qui dit: nous n'avons plus besoin d'imiter, d'être inspirés par des musées d'Europe, d'Amérique du Nord ou d'Asie. C'est vrai, Massamba a parlé de la conférence de préfiguration du musée des civilisations noires. Il était beaucoup question de penser à une autre gestion muséale, basée justement sur nos réalités. C'est pourquoi ce qu'il a dit a attiré mon attention. Il ne faut pas toujours imiter. Même si on doit avoir un musée d'art contemporain, il faut vraiment un musée d'art contemporain conçu à partir de nos réalités socio-culturelles, à partir de nos réalités culturelles et artistiques pour vraiment se différencier, vraiment, faire la différence entre ce qui se passe ailleurs. Donc c'est un musée, l'Afrique du Sud, c'est un grand pays d'art contemporain, c'est vrai. C'est un musée assez important. D'accord, déjà, on l'a déjà dit, la majorité sont à l'extérieur de l'Afrique. Déjà, on envisage leur retour au sein du continent. Mais faudrait-il pas des réceptacles pour cela? Si, je crois que on en a. Et surtout pour bien les protéger. Justement, l'Occident parle toujours de conservation, comment préserver. Vraiment, ils veulent juste nous distraire, quoi, Aminata. On a de quoi conserver, préserver ces biens si jamais on les récupère. Les lieux sont là. Au Sénégal, on a beaucoup de musées d'art. Certains nous reprochent de ne pas avoir un musée d'art contemporain. Mais on a un musée des civilisations noires. On a un musée Théodore Monod. Tu vas dans d'autres pays, ils n'ont même pas de musée, je ne dirais pas de musée, mais ils n'ont même pas de galerie nationale. Au moins le Sénégal a une galerie nationale. Même si on nous reproche de ne pas avoir de musée. Mais on a suffisamment d'espace, suffisamment de lieux pour préserver. Aujourd'hui, une manifestation comme la Biennale des Arts, Aminata, encourage. Je crois que après chaque biennale, on se rend compte de l'ouverture de nouvelles galeries. On est à plus de 100 galeries ici au Sénégal. Je crois qu'on peut les équiper. L'État peut accompagner pour pouvoir vraiment, c'est bien une fois
au Sénégal, les conserver. Je ne dis pas qu'on les laisse au privé, non. C'est à l'État de conserver. On a un musée des civilisations noires assez important dans la marche du monde, je dirais. Donc ces biens seront les bienvenus ici. On pourra les garder, les préserver, les conserver comme cela se doit. C'est vrai que les conserver, mais aussi les mettre à la disposition de tout le monde pour que les Africains puissent au moins connaître leurs origines. Je suis parfaitement d'accord. C'est là où je pense qu'Alune a raison. Il ne faut pas qu'on nous mène dans des débats qui ne nous concernent pas. Lorsque l'Europe nous renvoie nos immigrés clandestins, ils ne nous demandent pas si nous avons des maisons pour les accueillir. Ce n'est pas leur problème. Leur problème, c'est de rendre ce qu'ils ont volé. Ce que nous allons en faire, est-ce que nous allons brûler? Est-ce que nous allons jeter? Ce n'est pas leur problème. Ils ont un discours condescendant qui dit que non, on les garde parce qu'on les aime pour vous. Je pense que ça, c'est un débat que nous récusons. Notre génération refuse ce débat-là. Maintenant, vous avez parfaitement raison. L'objectif aujourd'hui, c'est de créer ces espaces de partage pour travailler aussi sur l'acquisition d'une culture commune. Parce qu'on ne peut pas avoir de nation africaine si nous n'avons pas une maîtrise de ce que j'appelle les synergies culturelles. Nous avons plusieurs zones culturelles en Afrique, mais nous avons dans ces zones culturelles, nous avons des espaces de convergence. Aujourd'hui, quand vous prenez l'espace du Mandé, on vous ramène le balafon de Soumaoro Kanté. Vous posez le balafon de Soumaoro Kanté, vous évoquez l'histoire de Kouroukoum-Fouga parce que vous allez forcément évoquer Soundiata Keïta. Donc, en présentant ce balafon-là à un jeune élève ou à une personne, vous êtes obligé de parler de l'histoire de Soundiata Keïta. Et vous êtes obligé de parler de la charte du Mandé et vous allez lui expliquer d'où vient le cousinage à plaisanterie, vous allez lui expliquer d'où vient la protection de la femme dans le cadre du ménage, d'où vient le lien entre la grand-mère et la petite-fille, parce que tout cela est autour de l'histoire de cet instrument-là. Donc il ne s'agit pas d'objets qu'on nous restitue, il s'agit d'occasions pour nous de faire renaître nos discours. Prenez par exemple le Kankouran. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez imaginer le masque Kankouran sans le discours et l'ensemble de l'arsenal culturel qui l'accompagne? La sortie du Kankouran est dans une époque précise, avec des stratégies. C'est pourquoi je suis parfaitement d'accord avec vous, Aminata. Récupérer ces biens-là, c'est aussi permettre la génération de nouveaux discours sur l'Afrique. Il ne s'agit plus d'objets volés à des gens qui ne savaient pas leur utilité. Il s'agit de restituer à un peuple des éléments de sa culture, comme à un bébé à qui on a arraché son biberon. Il faut le lui rendre. Ce qu'il va faire de son lait, ça ne concerne que le bébé, cela ne concerne pas celui qui avait arraché le biberon. Déjà, il y a le galériste congolo-belge Didier Claes qui regrette l'inexistence d'un marché de l'art africain classique sur le continent et il invite les Africains à défendre leur patrimoine. Mais je ne suis pas d'accord avec lui. On a aujourd'hui de très grands collectionneurs. Moi, je pense qu'il serait étonné de se rendre compte que quelqu'un comme Ousmane Al-Ajid du Bénin, de Artistic Africa, a plus de 3000 œuvres chez lui. Et qu'à l'avant-dernière biennale, il y a une grande exposition qui a été faite ici sur les masques. C'est lui qui avait prêté. Dans le cadre d'une collaboration avec je pense que c'était avec la Wallonie-Bruxelles. Donc il faut que les gens aussi arrêtent de lancer comme ça il n'y a aucune étude. Il ne sait pas ce que moi je possède chez moi comme œuvre. Il ne peut pas le savoir. Parce qu'il n'y a pas une étude qui révèle ce que les gens ont et ce qu'ils n'ont pas. Il y a de grands collectionneurs africains. Le marché de l'art existe parce que c'est l'Europe qui fait les artistes. Vous savez, Amadou Lamine Sall disait dans une contribution hier qu'il ne suffit pas d'être bon pour être vendu. Il suffit d'être dans un canal accepté par un manager en Europe et qui vous vend. Une fois qu'il vous vend, il vous impose ce que vous faites est toujours bien. Même quand esthétiquement ça ne plaît pas au grand nombre, une fois que vous êtes coté, vous vendez bien. Je pense qu'aujourd'hui, on ne parle pas de cet art à ramener pour le vendre, on parle de cet art à ramener pour créer des espaces où nos enfants, où nos femmes, nos hommes peuvent aller réécouter leur histoire, recréer leur imaginaire pour être de plus en plus équilibrés. Bon, allez-y. On a même un marché. Le MADAC, le marché des arts de Dakar, initié par Khalidou Kassé lors de la Biennale 2016. La Biennale, Aminata, c'est un marché. La Biennale de Casablanca, c'est un marché. De celle de Marrakech, de Cape Town. Vraiment, le marché est là. Et de grands marchés. Mais de grands marchés. Vous imaginez une Biennale comme celle de Dakar, avec 200 à 300
exposition. On met de côté le in avec les différents sites. Vraiment, les initiatives privées tournent autour de entre 200 et 250, voire même 300. Donc le marché est là. Le marché est là. Je n'ai pas compris pourquoi on parle de l'existence d'un marché, mais le marché des arts contemporains est bel et bien là. Il faudrait le dire aussi, la Biennale de Dakar. Bon, moi, j'ai eu à avoir une expérience par rapport à cet événement. J'ai eu à le couvrir par ailleurs. Il y a plusieurs nationalités qui se retrouvent à Dakar, que ce soit de l'Afrique, de l'Europe ou de l'Asie. Chacun vient ici à Dakar pour montrer son savoir-faire. Il faudrait aussi dire que ça constitue un grand marché. Mais évidemment que je pense que depuis les années 90, quand on a commencé avec une Biennale des arts et des lettres, il y a une évolution qui est là. Nous avons vu naître de grands talents qui aujourd'hui au niveau international se sont imposés. Cette biennale-là est aujourd'hui cotée comme l'une des biennales les plus fortes. Elle est très courue et ce n'est pas pour rien que de très grandes compagnies aériennes prennent en charge l'ensemble du billet d'avion sur 3 ou 4 éditions. C'est-à-dire que ce sont des gens qui cherchent de l'argent. Cette biennale-là aujourd'hui est portée par un collectionneur. Ce n'est pas juste un chef d'entreprise, c'est l'un des plus grands collectionneurs. Donc je suis parfaitement d'accord avec vous. Nous avons des espaces professionnels. Maintenant, comment faire pour que l'Union africaine investisse plus que l'Union européenne et les autres institutions étrangères pour que ces événements-là soient portés et d'une portée purement africaine? Je pense que c'est ça le grand combat. Et si on revient un peu par rapport au processus de départ, on parle bien de restitution, c'est bien beau. Mais quelle procédure, selon vous, pourrait-on adopter pour cette réception-là, selon vous, pour accélérer? Bon, peut-être ils peuvent annoncer cette restitution, mais que ça tarde au niveau de la réception. D'accord. Je crois que la réception ne va pas tarder. Je suis optimiste. Il a parlé, Emmanuel Macron, pour restituer. Je crois qu'il va falloir faire les premiers pas. Donc pour restituer. Pour la réception, encore une fois, on ne va pas traîner les pieds. L'Afrique ne va pas traîner les pieds pour recevoir ces biens. C'est simple. Il a parlé. Les ministres de la culture d'Afrique n'ont qu'à lui écrire chacun une lettre pour lui dire, vous avez parlé, nous sommes prêts à recevoir. Quand est-ce que vous nous invitez en France pour regarder ce qui nous appartient? Même pour cela, il faudrait du courage. Hein. Oui, mais je pense que le courage, nous l'avons. La réponse du président du Ghana, je pense, suffit pour montrer que nous avons le courage. Non, nous n'avons pas des présidents qui sont peureux. Non, ça, pour moi, ce sont des mythes. Nous sommes quand même suffisamment indépendants sur ce plateau pour dire nos points de vue. Et nous ne sommes pas les plus courageux d'Afrique. Et surtout, à un moment où même les rois, à l'exemple de la Côte d'Ivoire, qui s'y mêlent avec le président du Bénin et d'autres personnalités. Hein. Mais Amita, ils ont raison, parce que nous avons les conventions de l'UNESCO. Nous avons la convention de 2003 sur le patrimoine immatériel. Après, nous avons la convention de 2005 sur ce que j'appelle la diversité des expressions culturelles. Nous avons avant une convention en 72 ou 73. C'est-à-dire que ce patrimoine-là, il est protégé. Les techniques, les moyens de restitution sont définis par l'UNESCO. Savoir rendre une œuvre, il y a un processus qui est très clair. Et il y a des œuvres qui ont été rendues à l'Égypte. Il y a des œuvres aujourd'hui qui sont en train d'être rendues en Amérique latine. On se rend compte que c'est possible. Le cadre légal, il est là, international est là. Celui qui veut rendre une pièce au Sénégal, si la France voulait rendre aujourd'hui l'épée de El Hadj Omar, pour revenir à cette épée-là, si la France voulait rendre, la France n'avait qu'à prendre l'épée. Comme ils l'ont amené jusqu'ici, elle l'a amené. Maintenant, l'État du Sénégal donne les garanties que cette épée-là n'est plus une épée familiale, mais devient une épée nationale. Donc je pense que les conventions internationales sont très claires pour ce cadrage-là et il est possible de le faire. On ne va pas inventer de nouvelles lois. Il n'y a que la volonté politique qui reste maintenant. Voilà, comme pour dire ce qui est à l'Afrique doit revenir à l'Afrique. Voilà. Voilà. Et dans tout cela, quelle place pour le patrimoine immatériel? Le patrimoine immatériel, il faudrait qu'on en parle. Bon, avant qu'on en revienne à ce sujet-là, j'aimerais bien qu'on aille voir le musée de la femme Henriette Bathily de Dakar. C'est un sujet fait par Papa Cheikh Ndiaye Diouf et alias Bachir Bodian. Place du souvenir de Dakar, actuel réceptacle du musée de la femme Henriette Bathily, loin de la maison des esclaves de Gorée où ce grenier de l'histoire du Sénégal a été inauguré en 1994. Henriette a beaucoup promu la femme et la jeunesse, raison pour laquelle le musée lui a dédié le nom. Henriette a été marraine de la Semaine nationale de la jeunesse et de la culture en 1997 à titre posthume.
Avec la conservatrice, nous retrouvons en haut toute la richesse de l'histoire des femmes sénégalaises, des pratiques traditionnelles au combat des temps modernes. Nous parcourons la place et le rôle de la femme dans la société sénégalaise. Là, on a voulu montrer des objets témoins de civilisation. On a montré des habillements, on a tout montré ici. Depuis les objets jusqu'à l'intimité de la femme sénégalaise, je veux dire. Voilà. Ici, on retrouve beaucoup de choses. Ici, on retrouve le patrimoine. Je peux pas parler. C'est le patrimoine de la femme sénégalaise. Au musée de la femme, le combat pour un monde harmonieux se poursuit. C'est ce que nous découvrons avec Abi Diallo. Cet artiste a décidé de mettre son art au service de la nature. Avec des tissus, des bouteilles en plastique recyclées, elle insuffle une seconde vie aux déchets. Une bouteille, des morceaux de tissu, un peu de colle, et puis voilà. Et on arrive à quelque chose de beau et quelque chose d'utile. Bon, vraiment, j'incite tout le monde, vraiment tout le monde, à protéger notre environnement en évitant de jeter, comme je dis, créer avec ce que tu as. Et je pense que c'est un petit plus, et puis d'ici quelques années, on va quand même s'en sortir. Le musée de la femme Ariette Batili, au monument de la culture sénégalaise qui renseigne sur le quotidien de la femme sénégalaise, son histoire, ses victoires. Sur ses murs, une citation résume leur grandeur. À travers le destin d'une femme se traduit le destin de tout un peuple. Déjà, à part le commentaire, êtes-vous d'avis par rapport à cette citation qui ferme le reportage? Mais oui, pour des Wolofs comme nous, des Lébous comme lui, la mère elle est sacrée, la femme elle est essentielle dans la structure sociale et économique d'un pays. Ça, c'est ce qu'on nous a appris à la maison et moi j'y crois fermement. Ce n'est même pas à discuter, je dirais à Aminata. Il faut à tout moment valoriser la femme. Je crois que c'est le cas, heureusement, en Afrique, on en est conscient. Et même nos religions nous orientent vers cette comment dirais-je, valorisation, voilà, de la femme dans nos sociétés, même les religions. La femme incarne la majeure partie du patrimoine immatériel. On peut le dire. En tout cas, au moins, je crois que s'il y a eu beaucoup plus de dégâts avec le patrimoine matériel, on peut se glorifier par rapport au patrimoine immatériel pour dire qu'il y a beaucoup de choses qui ne nous ont pas échappé. Maintenant, d'autres civilisations viennent pour nous réorienter, pour nous pousser à prendre d'autres chemins. C'est ce que je déplore. Hein? C'est ce que je déplore. Mais au moins le patrimoine immatériel est là, les arts populaires, etc. Il y en a d'autres, des citations, des langues, des poésies, des formes d'art. Heureusement, je crois qu'au niveau du patrimoine immatériel, on peut dire qu'il y a un léger mieux. Il y a vraiment un acquis quand même qu'il va falloir maintenant préserver. Alors, professeur? Je pense que pour le patrimoine immatériel, les premières tentatives au tout début pour comprendre le peuple noir, le colonisateur, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé faire des collectes de contes et de légendes et de mythes. Parce que c'est à travers les mythes fondateurs qu'on arrive à comprendre l'imaginaire de quelqu'un pour fabriquer maintenant ce qu'on appelle les techniques d'assimilation. Ils ont essayé de le faire, Abbé Boila, ils ont envoyé des africanistes, les Frobenius, d'autres, certains ont aimé l'Afrique, d'autres ne l'ont pas aimé. Les Marcel Griol et autres, les François-Victor et Kilbeck, ils sont venus. Ils ont fait des recherches, beaucoup de recherches sur notre inconscient. Parce que notre patrimoine immatériel est le lit de notre inconscient. Nos contes et légendes, nos mythes, nos devinettes, nos proverbes sont l'expression de notre non-dit. Et à partir de ce moment-là, ils ont fait une très grande collecte et ils ont essayé de comprendre qui on était. Seulement ce que dit Liliane Kestelo dans un de ses ouvrages, c'est qu'on pouvait tout prendre à l'Africain, sauf ce qu'il n'avait pas décidé de dire et qui était dans sa tête. C'est son imaginaire. Et je pense que c'est le pôle de résistance le plus important. C'est pourquoi aujourd'hui, des grandes universités, comme les universités de grandes capitales comme celle de Paris, aujourd'hui ont des grands départements avec des professeurs qui ne sont spécialisés que dans cela. Moi, je reçois 4 ou 5 demandes par année d'étudiants qui sont là-bas et qui travaillent sur les tassous, sur les proverbes, les devinettes, mais ils les soutiennent là-bas. Parce qu'ils se sont rendus compte que c'était le dernier rempart de résistance. Moi, en tant que conteur professionnel, depuis 25 ans, je me rends compte que, comme dit Alun Diop, les techniques de comptage traditionnelles que nous avions sont en train d'être phagocytées par les techniques de stand-up.
Parce que, étant donné qu'eux, ils avaient perdu, et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Muriel Bloch, une conteuse française, qui le dit dans un de ses ouvrages, ça s'appelle Le Renouveau du conte, qui a été édité par le CNRS en 1998, et elle dit, la différence entre le conteur africain et le conteur français, c'est que le conteur africain n'a jamais perdu son lien avec l'oralité. Mais le conteur français, il avait perdu son lien avec l'oralité, il est passé à l'écrit pour retourner à l'oral. Donc si on ne fait pas attention aussi, ils ne peuvent pas nous prendre nos comptes. Ils en ont déjà pris beaucoup, mais ils ne peuvent pas nous prendre notre façon de parler, mais ils peuvent nous amener à parler comme eux. Et en ce moment-là, nous ne pourrons plus rien apporter au monde quand nous irons au rendez-vous du donner et du recevoir. Je pense que le patrimoine immatériel, il est assez protégé. Au Sénégal, la direction du patrimoine immatériel est en train de faire un grand travail d'inventaire. En ce moment, je fais partie modestement des experts qui travaillent sur ce projet depuis plusieurs années. Nous sommes en train de couvrir le pays pour récupérer l'ensemble des éléments du patrimoine immatériel, pour les cocher, les documenter et les mettre en ligne, pour que chaque Sénégalais puisse y accéder, que aussi les zones, parce que pour le patrimoine immatériel, c'est très simple. Il y a le patrimoine immatériel et il y a les lieux de mémoire. Il y a le récit que je raconte de la bataille de Dekele et il y a le site de Dekele. Donc il y a ce qu'on dit comme texte et le lieu où ça s'est passé, et c'est pourquoi il faut valoriser les deux pans. Valoriser les biens immatériaux, les biens de mémoire du moins, et aussi valoriser les lieux de mémoire. Et c'est le problème de l'Afrique, c'est que les lieux de mémoire ne sont pas valorisés, et on ne peut pas faire un tourisme pour aller voir les sites où les grandes guerres du 19e siècle se sont passées, par exemple au Sénégal. Et je pense que c'est la même chose en Côte d'Ivoire. Il m'arrive souvent d'arriver dans un pays d'Afrique de l'Ouest ou d'Afrique centrale et d'avoir des problèmes. Parce que quand j'arrive dans un pays, la première chose que je demande, c'est où est-ce que je peux aller collecter des comptes. Dans certains pays du Maghreb, j'ai d'énormes difficultés. Quand je demande même des livres de comptes, les gens me regardent. Mais quand je pousse un peu dans certains villages, je me rends compte que ces villages-là sont des lieux de mémoire. Et le problème de l'Afrique, c'est une non-valorisation des lieux de mémoire. Monsieur Gueye l'a dit, ils ne sont pas valorisés, mais malheureusement, ces sites définissent quand même notre société. Notre société, notre histoire, c'est assez important. Il ne faut surtout pas les minimiser. Il faut pousser les populations à aller vers ces sites de mémoire. Je crois que c'est une politique quand même de l'État depuis quelque temps. Valoriser ces sites de mémoire, comment dirais-je, les refaire là, je me perds avec le verbe, comment réfectionner, peut-être je peux utiliser ces sites de mémoire, comment pousser les populations à aller vers justement ces sites. Tout à l'heure, Aminata, vous aviez parlé de mettre à la disposition du public les objets une fois récupérés. On peut l'intégrer à ce chapitre-là, sur les sites de mémoire. Ça faisait partie des conclusions justement des ateliers pour la conférence de préfiguration du musée. Comment faire pour attirer le peuple, le public vers le musée des civilisations noires? C'est un paragraphe bien écrit dans les conclusions. Effectivement, il faut que les populations vont vers ce qui nous est très 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 cher pour avoir suffisamment d'arguments, pour être suffisamment chargés pour aller à l'assaut du monde. Aller à l'assaut du monde, c'est pouvoir échanger avec l'autre. Bon, il faudrait dire que c'est une chose. Parfois, on se pose la question de savoir si c'est chose facile avec la mondialisation, la modernisation et tout ce qui va avec. Il faudrait quand même bien pousser, carrément pousser les populations vers... Mais c'est assez facile, hein, c'est assez facile. Moi, je dis dans ma thèse que les outils là que nous avons, Internet, la télévision, la radio, pour moi, ce ne sont pas des ennemis du patrimoine. Ce sont ce que j'appelle les espaces-outils. Ce sont des outils qu'il faut. Internet, il est là. C'est à nous de trouver un contenu. Aujourd'hui, il y a un travail qui vient d'être fait avec l'ensemble de grandes chaînes, parce que si on n'irrigue pas l'espace numérique de ce patrimoine immatériel, nos enfants vont toujours avoir un imaginaire conçu à partir de 3 ans, à partir de télé extérieure. Et ils deviendront ce que l'autre veut. Je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à comment faire dans nos programmes de télévision, dans nos espaces numériques, de sorte que ce qu'on appelle les artefacts et les mantefacts puissent se retrouver. Et je pense que c'est ça la solution aujourd'hui, c'est utiliser les smartphones, avoir des applications où ça a commencé à se faire, hein, ça a commencé à se faire, mais je pense qu'il faut plus vulgariser cela. Sinon, on continuera à être ce que j'appelle des ni noirs ni blancs.
Alioune Diop, à l'image du Sénégal, bon, je donne seulement quelques exemples. Auparavant, c'était un plaisir pour les petits-enfants d'être autour du feu, accompagnés de leur grand-père et tout, avec le conte. Le grand-père qui racontait des histoires et tout. C'est des choses qui émerveillaient et qui, en même temps, éduquaient la jeunesse. Mais là, on assiste à sa disparition, malheureusement. Et comme on le dit, un vieux qui meurt en Afrique, c'est une bibliothèque qui disparaît, malheureusement. Et il y a des tentatives pour essayer de résoudre ce problème. Je crois que Massamba en fait partie avec les autres conteurs, l'association des conteurs, les Bontinaires et d'autres aussi. Et je crois qu'à un moment donné, une initiative que j'avais approuvée, moi, à l'époque, c'est s'appuyer sur les Nawetan pour dire qu'il n'y a pas que le sport. Il faut vraiment, l'aspect culturel doit être valorisé. Et aujourd'hui, c'était le cas à Léopold Sédar Senghor, pour parler du centre culturel du temps de Baba Ndiaye. Mais, par exemple, la circoncision, on réunit beaucoup d'enfants pour permettre à ces enfants et même aux parents de revivre ces moments qu'on a perdus. Les moments de Kassak, les habits de l'enfant qu'on a circoncis. Donc, beaucoup d'aspects qui reviennent. Surtout, comment éduquer justement un jeune à bas âge à partir de ces moments. Les chants qui reviennent. Les chants que l'on mélange maintenant. Par exemple, les chanteurs mélangent. Mais il y a toujours une façon de rectifier. Et ce sont des moments que moi, en tout cas, j'ai appuyés. Des initiatives, ces porteurs de projets, moi je les ai toujours appuyés pour vraiment valoriser ce qu'ils font. C'est assez important. Et ce sont des choses que l'enfant même n'oublie pas. Mais jamais. Mais il ne l'oubliera jamais. Jamais. Donc pour revenir sur ce que vous disiez, on a perdu beaucoup de choses par rapport à ces aspects-là. Il va falloir vraiment mener un grand combat à bas âge. On nous dit souvent que quand il y a un événement culturel, il n'y a que nous qui sommes là-bas. Nous, acteurs culturels, reconnus comme tels en tout cas. Et certains pensent que le travail doit se faire à la base, à l'école, pour que l'enfant grandisse avec vraiment l'art, avec la culture, pour pouvoir comprendre ce que c'est qu'un tableau un peu plus tard, pouvoir apprécier la musique techniquement, etc. etc. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous avez parlé d'Internet, mais est-ce qu'il joue en faveur de la conservation de notre patrimoine? Mais oui, moi je l'utilise de toute façon avec l'ensemble des supports qui existent aujourd'hui. Il n'y a pas un mois, une télévision que je ne citerai pas, mais francophone de très grande renommée, m'a commandité 5 comptes de 5 grands continents d'Afrique et qui sont aujourd'hui en ligne. Avec une grande radio francophone aussi, depuis 2 ans, on travaille sur ces séries radiophoniques-là. Mais ça, on n'a pas attendu de le commencer. La grande question que vous posez, c'est pourquoi cette disparition de cet espace de transmission sociale. C'est-à-dire on est passé d'une transmission sociale du conte à une transmission professionnelle du conte. Parce que nous sommes passés d'une architecture circulaire de nos maisons à une architecture linéaire et rectangulaire. Du coup, nous n'avons plus de concession en cercle avec un espace au milieu où on peut se retrouver pour parler. Nous avons la politique du 150 mètres carrés qui n'est ni conforme à notre imaginaire ni conforme à notre besoin de vie. Et ces 150 mètres carrés-là confinent l'espace commun au salon. Et le salon est happé par une télévision qui transmet des images et qui oblige le débat d'après. Donc il faut qu'on réfléchisse à sortir de nos maisons pour aller dans nos cours, dans nos huttes. Ce qu'on appelle les huttes, c'est le cercle de la maison. Mais pour aller maintenant dans le pench, l'espace public, il n'y a plus d'espace public presque dans les grandes villes au Sénégal. Il n'y en a presque plus dans les villages qui sont devenus presque des communes. Du coup, nous avons un problème d'architecture. Notre architecture ne permet pas aujourd'hui une transmission à l'ancienne ou adaptée même à des enfants. Parce que les familles sont de plus en plus serrées et les espaces sont de plus en plus linéaires. Vous avez remarqué qu'à chaque fois qu'on s'installe, on est en cercle, quand c'est informel, mais dans tous les cadres officiels, nous ne sommes pas en cercle, nous sommes en confrontation ou en ligne. Même nos poteaux électriques, comme disait Omar Ndao, sont en ligne, donc il ne faut pas s'attendre à ce que les gens respectent cela. Pour revenir au compte, pour moi, c'est très simple. Il y a un énorme travail qui est en train d'être fait au Sénégal comme un peu partout en Afrique. Le storytelling aujourd'hui est en train de prendre de l'envol. Les parents sont demandeurs. Quand nous organisons des spectacles de contes, c'est plein à craquer.
on a de plus en plus de problèmes. La dernière séance de compte que nous avons organisée aussi au Sénégal, c'était le 14 du mois dernier, avec Taxi Compteur, à la maison de l'oralité à Keur Massar. Nous avons eu 200 enfants. 200 enfants. Et on ne pouvait même pas les accueillir. Cela veut dire que le besoin est là, mais il faut que les espaces communs, les centres culturels, les écoles, les mercredis après-midi, on revienne vers plus de culture dans les écoles. C'est ça le problème. Nous tournons bien en France, nous tournons bien aux États-Unis, en Angleterre, ailleurs, mais nous ne tournons pas en Afrique, parce que quand nous allons proposer aux écoles des séances de compte, qu'est-ce qu'ils nous disent? Oui, nous avons un retard sur notre programme de mathématiques, nous n'avons pas de temps de compte pour les enfants. Un enfant qui n'est pas heureux à l'école n'est pas un enfant qui acquiert des connaissances. Bon, vous avez beaucoup parlé de promotion dans vos propos. Déjà au Sénégal, il faudrait le dire, il y a le Grand Prix du chef de l'État qui se prépare. Déjà un mot sur ça. Ça revient, nous disons merci au président de la République. Ça revient après une rupture de 5 ans. Et avant, la dernière fois, c'était en 2012. Mais avant 2012, c'était en 2000, vous imaginez. Les derniers, c'était Guiro et Sonabenga pour les arts. Donc, nous appuyons, nous approuvons cette démarche de l'État pour faire revenir le Grand Prix du chef de l'État pour les arts et les lettres. Et puis maintenant, c'est ouvert vraiment à d'autres disciplines aussi, comme la musique, la mode. Donc, intègre parfaitement ce prix-là avec une enveloppe plus conséquente aussi, 10 millions par lauréat, plus une enveloppe pour pour ceux qui sont à encourager, ceux qui obtiennent le prix d'encouragement. Donc, c'est revenu, le Grand Prix de l'État, après 5 ans, et avant 5 ans, ça a fait 12 ans. Donc, nous sommes tout à fait preneurs, quoi, franchement. Docteur Massamba Gueye. Pour moi, la stimulation développe la créativité. C'est-à-dire, si les acteurs savent qu'ils doivent très rapidement se mettre en avant, se valoriser, parce qu'au bout, il y a une reconnaissance nationale. Être Grand Prix du président de la République, c'est aussi être, je pense, reconnu en tant qu'acteur majeur. Nous pensons que ça va être pérennisé et que chaque année, nous aurons une cérémonie comme nous avons les Oscars ailleurs. Voilà, en dehors de ça, on a failli l'oublier. La culture augmente beaucoup l'attractivité de nos régions et contribue énormément à l'économie. Voilà, il faut décentraliser. Tout ne doit pas se passer à Dakar. Il faut aller vers les régions. Et je crois que ces 2 dernières années, je parle sous le contrôle de Massamba, au Sénégal, on a eu beaucoup plus de festivals patrimoniaux. Pas seulement la scène musicale, mais vraiment les communautés qui se lèvent pour valoriser davantage leur culture. Il y en a eu en pagaille ces 2 dernières années. Donc, pour dire que l'État met, comment dirais-je, appuie et puis met le cadre, voilà, pour pouvoir encourager d'autres. Parce que ce sont des initiatives des collectivités locales et privées, mais accompagnées par l'État. L'État du Sénégal, on lui doit le retour du festival de Banda Fassi après 7 années de rupture. Donc, il faut décentraliser. Que ce soit pour nos cultures traditionnelles, que ce soit pour nos scènes modernes, en tout cas nos créations contemporaines, il faut décentraliser. Effectivement, dans le cadre des formations, souvent, on a des formations dans les régions. C'est rare de limiter les formations à Dakar. Maintenant, même les régions, les jeunes créateurs des régions bénéficient de ces formations. Vraiment, c'est une bonne idée. Aminata, heureusement que vous avez abordé ce sujet. C'est assez important, cette décentralisation, cet aménagement culturel du territoire. Déjà, les touristes, quand ils viennent en Afrique, ils sont fascinés. Bon, en dehors de tout ce qu'ils entendent quand ils sont en Europe ou en Amérique, ils ont une autre, appréhension de ce qu'est l'Africa, sa manière de procéder, sa manière de faire. Mais nous avons remarqué, même en marchant dans les rues de Dakar par exemple, vous trouvez un étranger qui parle très bien la langue, qui s'habille même comme les Africains à la mode et de manière traditionnelle. Cela veut dire que l'art africain est très beau. Ah mais oui, il est très beau. Ça, on ne discute plus. S'il n'était pas beau, Picasso n'aurait pas volé nos fonds. Donc je pense que ça on n'en parle plus. On parle, l'esthétisme africain est un esthétisme majeur. Je pense aujourd'hui que, surtout que chez nous, l'esthétique est forcément éthique, comme le dit Pape Massène 7. Pour nous, n'est beau que ce qui est moralement accepté. Ouais. Et c'est pourquoi je pense qu'aujourd'hui, la grande question, ce n'est pas ce que nous valons. C'est comment est-ce que nous nous vendons, comment est-ce que nous nous positionnons par rapport au monde. Et moi, je salue aussi cette ouverture de l'Afrique. Il faut qu'on laisse
les autres porter ce que nous avons de plus cher et de plus fort. Et la culture aujourd'hui africaine est une culture extrêmement prisée dans le monde. Nous en savons quelque chose en tant qu'acteurs, en tant qu'artistes. Seulement, est-ce que tous ceux qui portent le flambeau de l'Afrique à l'extérieur le font bien? Je pense qu'il y a des pays qui ont très bien compris le jeu, qui ont décentralisé l'action culturelle, comme le Maroc par exemple, où dans chaque cercle, dans chaque province, nous avons de grands festivals qui sont organisés. On y est. Et moi, je pense que la Côte d'Ivoire est en train aussi de faire ce travail-là, avec une décentralisation sur Yamoussoukro, une décentralisation sur Bouaké. Le Mali est en train de faire la même chose avec Ségou. Je pense que ça aussi, c'est exactement ce qu'il faut. La culture est une compétence transférée au Sénégal, fait partie des 9 domaines de compétences transférées. Maintenant, il ne faut pas que les politiciens aillent prendre les activités des acteurs culturels. Il faut qu'ils les renforcent. Le grand danger, c'est qu'à chaque révolution, à chaque gouvernement qui arrive, les politiciens qui deviennent maires prennent les activités des acteurs et organisent un festival. Parce qu'eux, quand ils seront balayés avec le régime, ils vont laisser un vide. Je pense qu'ils n'ont qu'à renforcer les acteurs culturels. Et notre art est beau. Il est beau, mais il faut qu'on s'améliore. Et il faudrait qu'on sache aussi le vendre. Malheureusement, nous sommes au terme de cette émission. Les derniers mots, je pourrais dire, à commencer par Alioune Diop. Encourager cette chaîne qui vient de s'installer. On a l'habitude d'aller au Maroc. On sait comment on y travaille. Massamba a parlé de ces festivals dans chaque grande ville du Maroc. Bienvenue au Sénégal. Et puis, vive les arts, vraiment, vive la création contemporaine africaine. Merci, c'est très gentil. Docteur Massamba Gueye. Mais je dirais la même chose. Si on s'installe sur le patrimoine, on comprendra le Tekrour, ce que veut dire le Tekrour. On comprendra ce qui lie le Maroc de la vallée du fleuve Sénégal. Et on comprendra que les liens de sang qu'il y a entre ces peuples-là. Et je dis souvent que le même muezzin qui appelle à la mosquée de Casablanca et répond au muezzin qui appelle le vendredi à la mosquée offerte par aussi le roi Mohamed V. Donc nous avons deux peuples unis et nous sommes très contents que l'espace médiatique se professionnalise et vous apporter un plus dans la démarche. Et je pense que tout le monde va s'inspirer de ça et que tout le monde va aller vers la hausse et vivre la compétition. Merci. Déjà illustré ces deux rapports, quand vous allez à Dakar sur les allées Papa Gueye Fall, vous allez apercevoir la grande mosquée de Dakar qui est une bonne représentation du Maroc. Bon, l'art africain est très beau. Faudrait bien aller à sa rencontre. Un grand merci à l'équipe rédactionnelle et à la régie, la technique. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre débrief sur Média TV Afrique.